Des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Sey en votre compagnie en direct du studio de Canal M qui produit l'émission des livres plein les oreilles depuis 10 ans maintenant et je ne les en remercierai jamais assez. Je suis heureuse de commencer cette émission consacrée aux livres audio et uniquement aux livres audio avec 2 livres de chez nous, ça fait plaisir. L'âge des accidents de et par Catherine Perrin et puis un livre qui a intéressé tout le monde, la version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Pierrot. Ensuite, l'association La Plume de Pan, qui se dédie également au livre audio, comme votre humble animatrice, lance tous les ans les grands prix du livre audio. Et c'est l'occasion de découvrir, oui, quelques perles dont je n'avais encore jamais parlé, mais qui se retrouvent en lice pour ces grands prix-là. Par exemple, Moi, Jean Gabin, de Goliarda Sapienza, et dans la série des polars, Que le meilleur gagne, de Thomas Enger et Jorn Liern Horst. Si j'ai mal prononcé, je m'en excuse. Et puis, surprise, Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour, qui se retrouve là aussi. Éric Chacour, un gars de chez nous, mais un livre enregistré à Paris. Bouh. Bon, alors voilà pour ce début d'émission, au cours de laquelle on aura aussi l'occasion d'entendre Gérald Cousineau, grand dévoreur de livres audio, devant l'Éternel. L'âge des accidents, écrit Catherine Perrin, et c'est lu par elle-même. On retrouve ça sur le site audio de Radio-Canada. L'histoire d'une scientifique, ma foi, pas mal sûre d'elle et qui est tout d'un coup le témoin de nombreux accidents au sens propre et au figuré du terme, c'est-à-dire accident comme vous l'imaginez, crack entre 2 autos par exemple, ou accident d'avion ou je ne sais quoi, ou alors les accidents de la vie. Et c'est complètement différent. D'ailleurs, dans le libraire, j'ai lu une critique où il disait vraiment la même chose. C'est très, très différent de tous les livres que vous avez pu lire de Catherine Perrin. Oui, l'ancienne chroniqueuse, animatrice culturelle, d'ailleurs, elle l'est toujours. Et bon, alors ce livre-là, c'est à la fois sanguin, c'est à la fois percutant, ça explore, peut-on lire justement dans cette critique chez les libraires qui craquent, qui explore les diagonales de la survie et les relations qui se nouent et s'étiolent. Sillonnant au passage les innombrables points de bascule qui nous submergent sous la glaise autant qu'ils nous ramènent sur terre et nous façonnent. On nous dit aussi que la romancière multidisciplinaire réussit à saisir ces mots d'ombre et ces remous, à les encapsuler. Autrement dit, parce que l'âge des accidents, petits ou grands, passagers ou indélébiles, c'est celui de tous les jours. Alors c'est un roman en 2 temps. La narration donc est alternante, trouble, et pourtant c'est un roman très, très serein, et surtout c'est un livre très humain dont je vous offre maintenant un extrait. L'âge des accidents de Catherine Perrin, lu par Catherine Perrin. Sur la route avant 8 heures, sortant de la ville à l'envers de la circulation dense, Jasmine se disait qu'elle apprécierait jusqu'à sa fin prochaine cette résidence dans un grand hôpital du Nord. Chanceuse, satisfaite. C'est un psychologue, quelques semaines plus tard, qui allait aider Jasmine à reconstituer le fil de ce matin-là, l'état qui était le sien juste avant. Chanceuse, satisfaite. À 8h10, elle est sur la voie de droite de l'autoroute à moins de 2 kilomètres de la sortie qu'elle doit prendre. Alors qu'elle va passer sous un viaduc, une vibration étrange balaie soudain le haut de son champ de vision. Cette seconde sera la plus densément remplie de sa vie. Raconter tout ce qui aura traversé son cerveau en une seule seconde prendra plusieurs minutes chaque fois qu'elle devra le faire. Elle croit d'abord à une aberration visuelle. Ses connaissances médicales se bousculent à toute vitesse. Pense à une migraine, n'en a jamais fait, se trouve un peu vieille pour une première attaque. Décollement de la rétine? Non. AVC? Épilepsie? Mais déjà, une autre partie de son cerveau prend le dessus, l'informant que la chose se produit à l'extérieur d'elle. Le viaduc vibre pour vrai, il va s'effondrer.
Jasmine comprendra plus tard qu'une troisième zone de son cerveau, instinctive et rapide, a pris une décision qui lui sauve la vie. Au lieu de freiner, elle enfonce l'accélérateur. Elle sera aussi stupéfaite de se rappeler avoir fugitivement pensé, alors que le nez de sa voiture émerge en trombe des débris s'abattant derrière elle, « Je suis du bon côté pour la clinique ». Quelques-uns de ses neurones bien dressés activaient de manière absurde la suite du programme d'une journée normale, alors qu'elle échappait de justesse à la fin du monde. En passant au peigne fin les innombrables fils de cette seconde, elle ne retrouvera pas la peur. La peur viendra juste un peu plus tard, mais l'habitera longtemps. Pour l'instant, Jasmine arrête sa voiture et se sent immensément seule, assourdie par le vacarme de son propre cœur. À contresens de l'heure de pointe, la circulation est aérée vers le nord. L'espace libre a rendu l'accélération possible et les véhicules qui la précédaient semblent avoir continué leur chemin sans rien remarquer. Dans la voie qui va vers le sud, le viaduc n'a pas lâché, retenu par l'immense pilier central, mais le chaos s'installe. Freinage, effroi, klaxons hurlants pour attirer l'attention sur le danger. Jasmine, hébétée, essaie de décoder cette solitude qui cloche. Immobile, les mains toujours crispées sur le volant, elle ne s'est pas encore retournée. Soudain, elle comprend ce qui manque. L'autobus scolaire. Il devrait être là, à ses côtés. Une jeune face espiègle et deux petites mains étampées dans une vitre sur sa gauche. C'est ce qu'elle a aperçu en dernier avant que son regard balaie le jaune de la carrosserie et capte la vibration du béton devant elle. Lentement, Jasmine lève le regard vers le rétroviseur. Ce qu'elle voit fait d'elle une autre femme, pour toujours. Oui, hein, on n'est pas habitué à ça avec Catherine Perrin. C'est remarquablement écrit, c'est évidemment très très bien lu aussi. Un extrait de L'âge des accidents que vous allez retrouver sur le site de audio de Radio-Canada qui offre aussi, comme vous le savez, qui offre grâce généreusement à nos taxes. Des livres audio. Mais bon, ça fait toujours bien des livres audio à écouter. Alors parlons-en. La version qui n'intéresse personne, je m'y étais intéressée quand c'est sorti en audio. Malheureusement, je n'avais eu droit qu'à un seul extrait. Et je trouvais que l'extrait que nous avions ne correspondait, mais alors tellement pas à ce que ce livre a de riche et de saisissant. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a autant marqué il y a maintenant 1 an ou 2 quand il est sorti. La version qui n'intéresse personne, 1 an, je dirais, écrit par Emmanuel Pierrot. C'est lu là par Zoé Tremblay-Bianco. Ça aussi, ça se retrouve sur audio. Cette fille Sacha, qui part à l'autre bout du monde, qui se donne le droit de vivre libre finalement, d'aimer qui elle veut, de coucher même avec qui elle veut, à visage découvert, etc. Et elle part avec Sacha, Sacha, elle part avec son meilleur ami, ils quittent Montréal comme ça sur le pouce et ils aboutissent à Dawson City au Yukon. C'est pas la porte à côté. Et là, ils trouvent enfin une communauté de punk, d'anards, de vagabonds, vous les appelez comme vous le voulez, mais eux, ils rêvaient de cette communauté-là, dans laquelle ils adoptent Luna, qui est une chienne louve, voyons, je vais finir par le dire, un festival, et ils s'installent dans une cabane. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau courante. Sacha tombe amoureuse d'un autre homme que celui avec qui elle est partie. Tom, évidemment, il se sent trahi. Sacha, pour lui, n'est qu'une pute, une profiteuse. De là vont découler des scènes qui sont vraiment épouvantables, et cette version qui n'intéresse personne, eh bien, ça devient l'histoire inouïe, oui, et cruelle d'une victime qui, comme si c'était tout naturel, va devenir l'accusée au lieu de la victime. Alors, avis à ceux qui voudraient le savoir, ce roman n'est pas qu'une description authentique du Yukon et des personnages marginaux qui s'y retrouvent, c'est, dit-on, un récit qui viendra brasser vos émotions jusqu'au profond. Extrait de la version qui n'intéresse personne, de Emmanuel Pierrot, lu par Zoé Tremblay-Bianco.
Je me suis jetée dans l'escalier. En dévalant les marches étroites et abruptes, j'ai entendu un tintement de métal et les griffes de Luna rayer le plancher de bois. Elle s'accrochait. Puis, la porte a claqué. J'ai débouché dans le salon. Il n'y avait personne. Je suis sortie. Rob, Leah et Ray se dirigeaient, sans se presser, vers la tercelle de Rob. Ils se sont retournés vers moi. J'ai couru pieds nus dans la neige. Rob avait pris soin de faire demi-tour devant la maison, de sorte que le nez de la voiture pointe vers la route. Leah tenait une laisse. Au bout de la laisse, il y avait Luna, encore sonnée, qui cherchait mon regard. Je me suis élancée vers Leah et je lui ai donné un coup de poing dans le ventre. Elle est tombée par terre, le souffle coupé, se tenant les côtes. Une voix rauque et impérieuse, qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre, a jailli de moi. « Je vais te tuer, ma tabarnak! T'es folle, c'est pas ton chien! » Leah avait les yeux pleins de larmes et les dents serrées. Ray s'est penché sur elle et d'une voix outrée lui a demandé si ça allait. J'ai détaché Luna et je lui ai donné une tape sur le flanc pour qu'elle fuie. Elle a disparu dans l'obscurité. Rob a surgi derrière moi et m'a prise par les épaules. « Là, je veux pas te faire mal, » il a commencé, « mais faut que t'arrêtes d'être folle. » Qu'est-ce que vous avez à me traiter de folle? C'est vous autres, les psychopathes! Il est fucking 1h du matin! Rob n'a pas répondu. Il a passé les bras sous mes aisselles, mes pieds touchaient à peine le sol. J'ai hurlé de terreur et je me suis débattue tandis qu'il me forçait à avancer vers le Hobo Mansion. Luna est revenue, courant à toute vitesse. Elle s'est dressée, a appuyé une patte sur mon épaule et une autre sur la poitrine de Rob, et elle a essayé de glisser son museau entre nos corps en grondant. Ray l'a attrapée par le collier et l'a tirée vers elle, pendant que Rob me traînait vers le Hobo Mansion. J'ai vu Leah se relever et ramasser la laisse avant que Rob me jette à l'intérieur par la porte restée ouverte. J'ai tenté de ressortir, mais il la bloquait. J'ai poussé de toutes mes forces. J'ai crié à Buddy de venir m'aider. Il restait figé dans le salon. « What's going on? » il a dit. Si Cosmas avait été là, j'ai pensé, il m'aurait aidé, lui. J'ai sauté dans mes bottes sorel, mais quelque chose s'est passé. La nuit s'est fracturée. Un son a disloqué la nuit et l'a fait craquer jusqu'à mon sternum, l'os censé protéger le cœur, et s'est immiscé dans ma gorge et mes poumons pour ne plus en ressortir, et j'ai su que je ne dormirais plus jamais que d'un œil. C'était un hurlement strident, fissuré de douleur, Luna qui hurlait. J'aurais voulu être avec elle et la protéger. Je me serais battue à mort pour elle. Mais j'étais bloquée derrière la porte, le front soudé au bois, à crier par-dessus ses cris, à cogner, puis à ne plus cogner, puis à ne plus crier. J'aurais voulu qu'on me détruise. J'aurais voulu mourir de n'avoir pas pu la protéger, mais j'étais là, muette, à bout de souffle et intacte, et honteuse d'être intacte. Qui a fait la musique? Maïka Artata. Mais je le sais depuis seulement 5 secondes parce que... C'est pas ça? Armata. Armata. Bon, c'était pas Tata, c'était Mata. Mais merci beaucoup à Mathieu qui m'a aidé parce que j'avais pas trouvé ça sur le site de audio. Sur lequel site vous pourrez retrouver ce livre audio, la version qui n'intéresse personne. Je suis ami notamment sur un réseau ou deux avec la Plume de Pan qui a dévoilé les sélections de son 16e Grand Prix du livre audio 2025 ainsi que celle de son prix du public. Et parmi les titres en lice, j'en ai découvert deux, en tout cas que je ne connaissais pas, dont un premier dont on m'a dit le plus grand bien, ça s'appelle « Moi, Jean Gabin ». On est en Sicile, dans une ville de Catane. On est au début des années 30. Le fascisme règne en roi et maître. Et il y a une enfant qui ressort complètement exaltée d'un cinéma de quartier. Très tomboy, cette petite fille qui a la démarche chaloupée avec une cigarette imaginaire au bec, qui a un œil noir comme ça. Elle vient de voir le film Pepe le Moco. Et elle est emportée
littéralement par une image maintenant qu'elle va conserver en tête d'un homme qui est Jean Gabin. Mais tellement qu'elle va se prendre pour Jean Gabin. Elle vit dans la peau de Jean Gabin. Elle se dit qu'elle va désirer des femmes qui sont belles et tout comme Jean Gabin. Alors je vous propose d'entendre un extrait de Moi Jean Gabin de Goliarda Sapienza. C'est lu par Anna Mouglalis et c'est vraiment très très chouette. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. Mais l'attention permanente au danger, devenue désormais pour moi, depuis que j'allais au Cinema Mirone, une seconde nature, ne m'empêcha jamais de rêver à la femme de ma vie, qu'un jour je rencontrerai, dans des circonstances pleines de magie. Elle, fragile, réservée, muette et mystérieuse, peut-être un peu ambiguë, bien sûr, mais pure, fondamentalement pure et transcendante, poursuivie par une brute qui l'embobinerait avec des mirages de vies luxueuses, de villes étincelantes, de colliers et de bracelets de perles, ou qui lui ferait un chantage implacable pour quelque faute ancienne commise par son père ou sa mère ou son frère, innocente mais née pour expier. Cela seulement parce que la nature destin l'avait créée trop belle, trop sensible et parfaite pour la canaille commune qui, envieuse, voulait la posséder et la détruire. Ce devait être ça, et satisfaite de ma découverte, j'accélérai le pas en me mettant à siffler doucement. Arrêtons avec le destin, le diable, les madones. Voilà la faute de mon aimée, être trop belle, pure. Et en conséquence, un appel involontaire à la mocheté et à la cruauté minable de la masse. Il suffisait de détacher les yeux de l'écran où, blanche et ouatée, dans le halo de lumière du regard de Jean, elle s'efforçait de ne pas pleurer et de ne pas dire le nom de son tortionnaire, sachant le pouvoir de celui-ci, désirant que Jean ne court pas de risque pour la défendre. Il suffisait de détacher le regard, disais-je, de ses yeux tristes, à peine voilés de larmes retenues, et d'observer le parterre, pour comprendre que tous ces laiderons, mâles et femelles, cachaient sous leur fausse admiration la haine pour la perfection de ce visage qui les humiliait. De fait, Concetta, cette bigote difforme, avait osé murmurer entre deux scènes à sa mère, crétine comme elle, « Celle-là, je la sens pas. Celle-là, elle va le faire trucider en continuant comme ça. » Concluant, « Elle me plaît pas. C'est une sainte nitouche. » Bien sûr, aux paroles de cette bigleuse de Concetta, je m'étais retourné, d'un seul mouvement, et avec un regard de feu, je lui avais craché à la figure un « Tais-toi, idiote, ne dérange pas la projection », qu'il avait fait taire, bien que frémissante de la haine médiocre des lâches. Et plus tard, en sortant, quand mère et fille avaient surgi menaçantes devant moi, je m'étais ouvert le passage d'une bourrade, sans trembler, prête même à les rosser méchamment. C'est sûr, personne ne pouvait en ma présence rire ou mal parler d'elle, mais ce sont là des bricoles. Je ne vois pas pourquoi j'en parle. Je sentais monter en moi une bien autre fureur, en laissant ces imbéciles, hurlantes et furieuses. La mère, dite la cagna, la chienne, était presque tombée sous ma bourrade. La fille se serrait un bras bien fort. J'aurais fait bien d'autres choses pour la protéger. Elle, mon miracle de la nature. J'aurais défié des foules hurlantes de Concetta, des ruelles entières de foules, de policiers et de fascistes, de brutes déguisées en messieurs, pour obtenir un regard, une caresse fugace, à la limite, une nuit d'amour. Les grandes photographies délavées par le soleil annonçaient déjà, samedi 21, le quai des Brumes. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Nelly. Embrasse-moi encore. Ah, les voix de Gabin et Michel Morgan dans Quai des Brumes que nous a permis de rappeler Goliarda Sapienza, l'autrice de Moi Jean Gabin, lue par Anna Mouglalis, qui, ne vous détrompez pas, est une femme relativement jeune, 46 ans. Et non, elle n'a aucune nodule, elle est absolument
Voilà. Mais c'est fou cette voix et je suis contente qu'une voix comme celle-ci soit récompensée pour être en lice au Grand Prix de la Plume de Pan. Un polar maintenant, un polar qui nous amène dans le monde du sport, des médias, des arts où les têtes d'affiche et les célébrités meurent dans des circonstances spectaculaires. Ça s'appelle Que le meilleur gagne. C'est lu par Philippe Spiteri. La porte de la cuisine était entr'ouverte. Blix la poussa tout doucement. Elle craqua également. Il l'ouvrit en grand. Une femme était allongée sur le dos, sans vie, la tête tournée sur le côté, si bien qu'il croisa ses yeux vides, grands ouverts. Par terre, à côté d'elle avait commencé de se former une large flaque de sang que le tapis tissé absorbait peu à peu. Il déglutit, perçut une pulsation insistante dans sa gorge et sa poitrine. Il retint sa respiration quelques secondes, leva son arme et pénétra dans la cuisine en veillant à ne pas marcher dans le sang. S'accroupit, chercha le pouls de la victime, ne trouva rien. Il se releva et parla à voix basse dans le micro fixé à son revers. 01 ici Fox 2-1 Alpha. Une femme est morte, abattue. Je répète, une femme est morte, abattue. La radio émit un léger crépitement. En s'écartant du corps, Blix aperçut le trou béant au milieu de la cage thoracique. Collationné 01. N'approchez pas! La voix rauque et nerveuse provenait de plus loin dans la maison. Blix stoppa net. Il tendit le cou pour voir au-delà de l'embrasure, à l'intérieur du salon. Devant une table à plateau de verre se tenait un homme, pistolet en main. Le canon était pointé sur la tête blonde d'une petite fille qui ne devait guère avoir plus de 5 ans. Elle pleurait en silence, secouée de frissons et de sanglots. « N'approchez pas !» répéta l'homme. « Sinon je tire. Je vous tire dessus, tous les deux. » Il enfonça l'arme dans les cheveux de l'enfant. Blix espérait qu'elle n'avait pas vu le corps dans la cuisine, qu'elle n'avait pas vu la femme mourir. « Doucement !» dit Blix, conscient que sa voix manquait de fermeté. « Posez votre arme. Je vous en prie, posez votre arme. » L'homme approchait de la quarantaine. Barbu, suant, une courte tignasse de cheveux hirsutes, il écarta le pistolet de la tête de la fillette pour le braquer sur Blix. Pas de tremblement, aucune nervosité, rien que du désespoir. Un polar, quoi. Un polar, comme beaucoup d'entre vous les aimez, avec une voix bien grasse et bien saignante aussi. Ce que je sais de toi, prix Fémina des lycéens, écrit par le Québécois Éric Chacour, lu par Loïc Renard et Alice Lestrade, se retrouve également en lice pour les Grands Prix, le 16e Grand Prix audio 2025 de la Plume de Pan. Je précise 2025, même si ce que je sais de toi est quand même paru en 2023. Mais comme c'était fin 2023, ils considèrent peut-être que c'est quasiment à cheval sur 2024. Bref, ça se ramasse en 2025 au Grand Prix. Cela nous amène au Caire, dans les années, on dirait entre le règne de Nasser jusqu'aux années 2000, avec ce garçon qui vit un petit peu étouffé dans une famille où on va faire de lui, quoi qu'il arrive, un médecin, un chirurgien, et qui va devenir médecin chirurgien, et dont la rencontre avec un jeune garçon, Ali, qu'il va prendre sous son aile, cette vie va totalement le bouleverser. Et c'est ce qui est raconté par cette écriture ciselée, empreinte d'humour et de sensualité de Monsieur Chacour. En voici donc un extrait de Ce que je sais de toi. Ali, que se passe-t-il? N'entre pas, je te dis. C'est ta mère? Comment va-t-elle? Il y eut un silence. Tu frappas une dernière fois et décida de franchir la porte. Ce que tu vis te glaça. Ce n'était pourtant pas la première fois que tu assistais à ce type de scène, mais jamais encore il ne s'était agi de personnes qui t'étaient proches. Ali tentait de maîtriser sa mère qui semblait épuisée par des convulsions violentes et incontrôlées. Elle poussait des cris inarticulés et ne semblait pas avoir remarqué ta présence. « Je t'avais dit de ne pas entrer. »« Ali, qu'est-ce qui se passe? C'est toi le médecin, non? Tu devrais le savoir. »
Il avait le regard assombri d'une violence que tu ne lui connaissais pas. Tu t'approchas d'elle et protégea son corps qu'aucune volonté humaine ne semblait plus régir en l'entourant de ton bras droit. D'un signe, tu indiquas à Ali d'écarter les meubles, puis saisis un coussin de ta main gauche pour le placer contre la tête de sa mère et éviter qu'elle ne se cogne. Elle s'apaisa progressivement jusqu'à parvenir à s'allonger. Son essoufflement était visible. Tu lui essuya le contour de la bouche et la laissa s'abandonner à un sommeil profond. Il ne se prononça pas un mot entre vous pendant longtemps, comme s'il fallait à tout prix préserver ce silence si durement acquis. Vous regardiez son corps se soulever à chaque respiration, captivé par ce mouvement régulier semblable à la houle succédant à la tempête. Tu fus le premier à prendre la parole. Quand ça lui arrive, n'essaye pas de l'immobiliser de force. Il vaut mieux, il t'interrompit sèchement. Mais bon sang, qu'est-ce qu'elle a? Ali, tu vois bien qu'elle ne va pas. Tu viens ici souvent, tu vois bien. Pourquoi tu ne me dis rien? Tu ne savais pas l'expliquer. Tu cherchas longuement une réponse. Ali, je ne sais pas précisément de quoi souffre ta mère. Je veux dire, il peut s'agir de plusieurs choses. Est-ce que tu sais si d'autres membres de sa famille ont déjà eu ce genre de symptômes? Il baissa ses paupières en signe d'acquiescement. Tu inspiras longuement. Quoi d'autre? La tête aussi? La pensée qui se ralentit ou des pertes de mémoire, par exemple? Il t'écoutait en te fixant des yeux, comme un condamné attend sa sentence. Tu ne savais pas quel mot employer, puis finis par lâcher. Il y a de fortes chances que ça ne se guérisse pas. Je veux dire, si c'est ce à quoi je pense. Il demeura impassible, la mâchoire serrée. Tu n'étais pas sûr qu'il ait bien compris. Il avait bien compris. Peut-être voulait-il que tu restes plus longtemps, au cas où elle se réveillerait? Il n'y tenait pas. Plus aucune parole ne vint troubler la nuit. Il y eut simplement le bruit des pieds d'une chaise que l'on recule, celui d'une porte qui s'ouvre puis se referme, celui encore d'un moteur qui se met en marche, et la litanie des klaxons que récite un Caire qui jamais ne s'endort. Voilà, extrait de Ce que je sais de toi, prix féminin des lycéens, entre autres, parce qu'il a gagné beaucoup de prix, d'Éric Chacour, lu par Loïc Renard et Alice Lestrade. Tiens, faudrait bien que je demande à Gérald Cousineau s'il a écouté Ce que je sais de toi. Ben, ça tombe bien, il sera là dans quelques secondes, alors restez des nôtres. Vous écoutez Des livres plein les oreilles, animé, réalisé par Clotilde Sey. Le voici, le voilà, le toujours très attendu Gérald Cousineau. Salut Gérald. Salut Clotilde. Nous allons bien. Je vais bien. Comme on dit au roi, parce que tu sais qu'on s'adresse toujours au roi en disant nous allons bien, alors nous allons bien. Nous allons très bien. Et nous avons écouté Éric Chacour. Et ah oui, alors, oui. 2 fois plutôt qu'une. Ah oui, hein. Belle écriture hein, que celui de... Très beau livre, très beau livre, hein, très très beau roman. Bon, écoutez, alors il est en lice pour le Grand Prix du livre audio en France, on verra bien s'ils vont gagner ou pas. Mais aujourd'hui, cher Gérald, il ne s'agit pas de Chacour, il s'agit d'un livre que je vous laisse nous présenter, mon ami. Alors nous sommes aujourd'hui avec un auteur qui s'appelle Eri De Luca, écrivain italien. C'est un écrivain, un poète, un traducteur qui est né à Naples en 1950, donc il approche les 3/4 de siècle. Et il a écrit plusieurs livres, mais je dis tout de suite plusieurs petits livres, enfin des livres courts, mais denses. Ah. Et je pense que l'auteur est assez connu en France. Je sais qu'il a eu le prix Femina pour un de ses livres. Donc Eri De Luca, le dernier. Une fois un jour, je pense, non? Non, c'était Montedidio. Montedidio. Voilà, je savais que le titre finissait par un O. Oui, c'est ça, Montedidio. Ouais. Voilà, Préfémina cette année-là. Donc, aujourd'hui, ce sont les règles du Mikado, le jeu du Mikado. Quand j'étais jeune, je jouais à ce jeu et je vous dirai comment ça marche tout à l'heure. Donc, les règles du Mikado, nous sommes dans les Alpes italiennes. Oui. En fait, à la frontière avec la Slovénie, c'est l'hiver. Et là, il y a un vieux monsieur, qui campe là, qui a l'habitude de camper là de temps en temps avec son jeu du Mikado. Et une nuit,
il y a une jeune gitane qui entre dans sa tente, comme ça. Et on apprend très vite qu'elle a fui sa communauté où on l'obligeait à marier un individu qu'elle ne voulait pas marier. Donc un mariage arrangé. Alors elle s'est sauvée, elle a traversé la frontière, a gagné l'Italie, et là, comme par hasard, mais on verra après, je ne vous le dirai pas, mais on verra après que ce n'était pas tout à fait un hasard. Donc, elle entre dans la tente de monsieur, du campeur, qui ne sont pas nommés. Hein. Les deux personnages ne sont jamais nommés, ils n'ont pas de nom. Okay. Alors, le monsieur, bien sûr, est surpris, et là, il va devoir l'héberger, évidemment, parce qu'il c'est froid, puis elle est très peu habillée, puis elle est un peu en panique. Elle a une quinzaine d'années. Donc, il va l'héberger, il a un seul sac de couchage, et là, ils vont se mettre à parler. Et c'est ça la première partie du roman. C'est ça. Et c'est aussi, je pense, l'extrait qu'on va entendre. Oui, voilà, aussi. Je pense que c'est l'extrait. Dès le départ, on est plongé dans cette histoire. Dans cette histoire-là. On va l'écouter, donc. Alors, rentrons sous la couverture aussi. Qui es-tu? J'ai froid. Laisse-moi rester dans ta tente. Qui es-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis quelqu'un qui crève de froid. J'ai vu la tente et je suis entré. Quelle heure est-il? 2 heures, bon sang. Que peut bien faire une femme dans les bois à cette heure-ci? Je n'ai qu'un seul sac de couchage. Je l'ouvre et on se couvre, le matelas est large. J'allume ma frontale. Non, n'allume pas. J'ai honte qu'on me voie. Dépêche-toi, tu ne m'entends pas claquer des dents? Voilà, c'est fait. Couvre-toi. Ah non! Pas de pied sur moi! Il faut que je me réchauffe. J'ai des frissons. Mets cette veste, il y a des gants là, dans la poche de la tente de ton côté. Tu trouveras aussi un thermos avec du thé. Non, pas de pied sur moi. Ça va mieux? Tu dois être dans une sale situation pour prendre le risque de mourir de froid. Si tu n'avais pas trouvé la tente, tu ne réponds pas. J'ai compris. Assez de questions, essaie de dormir. Bonne nuit. Pourquoi un vieil homme vit-il tout seul en hiver dans une tente? Tu n'as pas de maison, toi non plus? Tu es réchauffé. Oui, j'ai une maison. Je viens ici pour vivre un peu seul. Je connais le coin. Qu'est-ce que tu fais tout ce temps? Tu penses à la mort? Les jeunes y pensent. Les vieux y ont déjà pensé. Je passe le temps en jouant. Entre autres, au Mikado. Voilà. Bon. Il fait un peu grincheux, ce monsieur. Hein, oui, mais je vous aurais vu à sa place. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai... On peut être tranquille. Bon, allez, poursuivons. Alors, donc, la jeune fille entre dans cette tente. Et là, il va s'amorcer un dialogue entre les deux. Ils vont passer quelque temps ensemble. Ils vont parler un peu de tout, hein, l'amitié, la vieillesse, la solitude, etc. La communauté des gens comme, d'ailleurs, la jeune fille, là, les gitans, les tziganes, parce qu'on l'appelle tantôt gitane, tantôt tzigane. Et d'ailleurs, il y a une petite phrase que j'aime bien. Quand elle demande au vieux monsieur, c'est comment d'être vieux? Il répond, c'est quand on te parle et qu'on glisse le mot « encore ». Vous travaillez encore? Ça, j'aime bien cette réponse du vieux monsieur. Alors, méfiez-vous si on vous demande et que vous dites « Oui, je marche encore, je fais encore ceci, je fais encore cela », c'est peut-être parce que vous avez atteint un certain âge. Donc, il s'amorce un dialogue et elle va comme... En fait, ils vont s'apprivoiser tous les deux. Parce que le monsieur, je l'ai dit, a l'air un peu malcommode comme ça, mais on se met à sa place. Hein. Il aime être seul, ce monsieur. Et on va savoir un peu plus loin pourquoi il aime être seul. Et là, il est dérangé par cette jeune femme, quand même, une quinzaine d'années. On dit scatteuse à un moment donné, pas dans le roman, mais dans une critique, j'ai lu le mot scatteuse. En fait, c'est squatteuse. Les gens qui squattent, là. Oui. Voilà, squatteuse. Et donc, c'est ça, ils vont amorcer un dialogue et ils vont s'apprivoiser lentement, mais sûrement. À un moment donné, ils vont bien sûr se quitter. Elle va travailler sur un bateau de pêche et c'est là qu'elle va perdre de vue le vieux monsieur. Mais avant de la perte de vue, le monsieur va lui donner son jeu du Mikado. Et là, j'en arrive à ce jeu. Vous savez, vous avez peut-être déjà joué à ça. Oh que oui, monsieur. Oh que oui. Le jeu ne s'appelait pas comme ça quand j'étais jeune, mais c'est la même chose. Vous avez une quarantaine de longues baguettes effilées que vous laissez tomber sur le plancher ou sur une table. Et là, vous devez les retirer une à une sans faire bouger les autres. Ça demande beaucoup d'adresse. Or, lui, c'est spécialiste du Mikado. Et pourquoi il lui donne son jeu?
parce qu'un jour, il a commis une erreur. Il a fait bouger les baguettes en voulant en retirer une. Alors, comme il était très exigeant vers lui-même, alors il lui refile le jeu, et là, ils vont se perdre de vue. Et ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ou le deuxième acte, ce sont des lettres qu'ils vont s'échanger. Et là, on va en apprendre un peu plus sur lui. Oh, mais c'est pas tout à fait le monsieur qu'on pensait, parce qu'il était horloger, hein. Oui. Il a fait sa fortune dans l'horlogerie. Il a fondé une fondation pour venir en aide aux sans-abri, mais il a fait plus que ça dans la vie, là. Il va écrire une longue lettre à notre amie, la jeune femme, qui entre-temps s'est mariée. Et là, elle va apprendre que sa mère était russe, qu'il a été mêlé au monde de l'espionnage. Ah oui! Il a vécu en Suisse, et là, il a appris à Naples comment s'endurcir en Suisse. Il est devenu un peu espion. Il était même un joueur de bridge professionnel. Ah bon, on s'en serait jamais douté. Mais tout ça en répétant qu'il aimait l'anonymat, qu'il aimait comme passer inaperçu. Et on se demande, mais c'est vrai parce qu'un espion n'a pas intérêt à se faire connaître trop. Hein. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on se demande, est-ce qu'il a vraiment vécu ça ou si l'auteur qui nous fait jouer à ce jeu-là? Parce qu'après tout, on est dans les règles du Mikado, mais là, il va faire un rapprochement entre le Mikado et l'espionnage, entre le Mikado et une autre chose. Donc, toujours comme si le personnage principal du vieux monsieur voulait respecter les règles, toujours, mais de façon très sage, ne pas se mettre en avant. Alors ça, c'est assez intéressant. Mais encore une fois, on se pose des questions. Est-ce qu'il a vraiment fait ce dont il parle? Est-ce qu'il a vraiment été espion? J'en dis pas plus parce que la jeune fille aussi va être amenée à se mêler à ce monde-là. Mais je ne veux pas le dire, c'est une surprise que vous aurez à la fin. Un beau petit livre, très dense, mais dans la pure veine, je pense, d'Éric de Luca. Encore un jeu, mais on part sur un chemin, il en ouvre un autre. On part sur une signification, il en donne une autre. Alors, on ne sait jamais trop sur quel pied danser, mais moi, j'aime beaucoup ce genre de livre. On peut interpréter de plusieurs façons. Oui. Et la corrélation avec le jeu de Mikado est excellente parce que on peut essayer de brasser un petit peu, mais il faut surtout pas rien faire bouger autour, quoi, parce que sinon, tout va s'écrouler, quoi, c'est ça. Oui, et somme toute, le maître du jeu, c'est l'auteur. C'est Éric de Luca qui mène la danse, là. C'est le maître du jeu. Il y a quand même des personnages sympathiques, mais encore là, qui ont une vie tout à fait tout à fait différente de celle qu'on avait prévue. On pensait que le monsieur avait une vie bien rangée. Non, il a fait des choses étonnantes et ça, on l'apprend plus on avance dans le livre. Mais voilà. Et c'est marrant parce que, comme vous dites, c'est un livre en audio qui dure 2h30. Mais la façon dont vous en parlez, ça pourrait très bien être une brique de 500 ou 600 pages, quoi, qui nous amène. Mais c'est vrai. Mais, encore une fois, De Luca ne fait pas des briques, des livres assez courts. Lui, il fait la version que j'avais, moi d'ailleurs, vous avez eu un extrait avec 2 voix. Oui. Moi, j'avais une version avec 1 voix seulement. Et j'aime bien d'ailleurs les versions qui ont 2 voix, ça change de l'ordinaire. Là. Surtout qu'elles étaient bonnes. Mais non, moi, j'ai eu 1 voix seulement, mais ça faisait 2h18 minutes. Ah oui, en effet, oui. Oui, vous avez peut-être dû accélérer un petit peu, non? C'est souvent ce que vous faites? Souvent, oui, je le fais, surtout quand les livres sont énormes. Oui. Mais là, non. Non. Qu'on peut écouter en 2h18, on peut d'ailleurs, je l'ai écouté 2 ou 3 fois, toujours avec plaisir. Bon. Mais j'aime bien De Luca pour ça, c'est que ça n'a l'air de rien, mais il y a toujours beaucoup de philosophie derrière ça. D'ailleurs, lui-même œuvre encore dans l'humanitaire. Il est impliqué, par exemple, dans Médecins sans frontières. Donc, c'est un monsieur qui a une ouverture. C'est vraiment, ce livre-là, c'est vraiment une leçon d'ouverture, d'accueil. Et Dieu sait qu'en Europe, actuellement, le mot est important. Oh, oui. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir eu cette pensée, d'ailleurs, en ce moment, pour l'Europe. Ils sont bien inquiets chez nous. C'est même plus quand est-ce qu'il va y avoir la guerre, c'est quand. C'est rendu, c'est très très sombre là-bas. Alors merci d'avoir eu cette pensée, cher Gérald. Et écoutez, j'espère que vous reviendrez à l'émission encore. Mais j'espère et tout. Alors on se revoit très bientôt. Merci Gérald. Plaisir. Des nouveautés pour finir cette émission comme toujours. Les hommes manquent de courage. C'est écrit par Mathieu Palin, un homme donc, et c'est lu par Claire Cahan. Les hommes manquent de courage. Lorsque ce récit commence, là, on est avec une femme qui s'appelle Jessie, qui vient de recevoir un appel en pleine nuit de son fils. Son fils a 15 ans, il a fugué depuis 3 jours.
Elle pressent que c'est grave, très grave. Elle accourt pour aller le chercher en voiture. Effectivement, c'est très grave. Ils roulent toute la nuit, n'ont qu'une envie de rentrer à la maison. Et c'est vraiment la rencontre, la vraie rencontre entre une mère et son fils, et une mère qui va se questionner, par exemple, sur la nécessité de balancer à ses enfants des informations trash, comme des informations sur des morts épouvantables ou sur la vie sexuelle. C'est une femme qui vit un véritable désenchantement face aux hommes, et elle ne sait comment se comporter vis-à-vis de ce garçon donc, qui a été porté disparu et qu'elle retrouve en cette nuit assez bouleversante. Merci. Je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon vous allez tout savoir, et j'aimerais vraiment que vous lisiez, que vous écoutiez Les hommes manquent de courage, écrit par Mathieu Palin, lu par Claire Cahan, extrait. Ce matin-là, j'avais ouvert les yeux avant le réveil. Toujours la même angoisse. Je marchais sur une plage, heureuse d'apposer mes empreintes dans le sable. J'observais les touristes en maillot, occupés à lécher des glaces, construire des châteaux, jouer aux raquettes. Soudain, ils s'arrêtaient et désignaient une vague au large qui se formait. Je scrutais l'horizon. C'était une petite vague. On devinait à peine la ligne dessinée par la houle. Autour, la panique se répandait. Les parents manquaient de disloquer les épaules de leurs enfants en les attrapant au vol, et moi, je restais là, sans comprendre. Cette vague n'avait rien de menaçant. On pouvait lui faire confiance. Pourtant, après un temps d'hésitation, elle se décidait à aspirer l'eau devant elle. Depuis la plage, on la voyait gonfler. Sa lèvre blanchie par l'écume se dressait sur la pointe des pieds. Je finissais par comprendre qu'elle allait me briser les os. Mais désormais, seule sur cette plage, au milieu des seaux, des pelles, des serviettes et des glacières abandonnées, je réalisais que j'étais ensablée au-dessus du genou. Je tirais sur mes cuisses, affolée. L'ombre du monstre s'allongeait sur le sable. Je me réveillais toujours au même moment. 2 mains immenses jaillissaient du corps de la vague, m'attrapaient à la gorge et serraient. C'était un rêve désagréable. J'avais filé sous la douche pour laver ces images, et pour finir de me ramener à la réalité, j'avais baissé la température de l'eau jusqu'à ce qu'elle soit carrément gelée. Ensuite, j'avais sauté dans un jean, bu mon café debout dans la cuisine, et j'étais sortie sous la fournaise. Je m'étais offert des fleurs avant d'arriver chez Mehdi, le coiffeur de la rue d'Avron. « C'est gentil d'avoir pensé à moi !» il avait lancé en me voyant pousser la porte. J'avais jeté un œil à mes pivoines et j'ai souri. Je les avais choisis mauves à boutons fermés. En oubliant la radio qui crachait « Staying Alive » des Bee Gees, le salon était plutôt calme. Je l'avais toujours connu plein les samedis. La faute à l'inscription « Baptême et cérémonie » peinte en rose sur la vitrine. Mais Mehdi prenait de l'âge et sa boutique avec. Les publicités L'Oréal n'avaient jamais été remplacées. Les visages des mannequins blanchissaient. « Jessie, tu peux laisser ton manteau au vestiaire et m'attendre au bac, je finis avec Samia. » C'est ma mère qui avait insisté pour m'appeler Jessie. Elle ne s'était pas dit que ça ferait américaine ou esthéticienne ou candidate de télé-réalité. Elle trouvait ça joli. Je suis professeure de mathématiques. « Ça fait combien de temps, dis-moi la vérité? Il s'appelle comment ?» a demandé Mehdi. « Qui ça ?» Il a écarté les bras de façon théâtrale. « Qui ça ?» elle me dit. « Tu te moques de moi? Le coiffeur avec lequel tu me trompes. » Il m'a souri dans le miroir tout en massant mon crâne de ses doigts osseux. Je le trompais avec un tas de coiffeurs. Si je l'avais choisi ce matin-là, c'était uniquement parce que j'étais fauchée et qu'il était le dernier du quartier à rester sous les 50 €. Il s'est extasié sur le volume de mes cheveux et leur noirceur impeccable. Je lui ai répété que je n'y étais pour rien. J'avais hérité des cheveux de mon père, un vieil Italien à la peau tannée comme une selle de cheval. Les hommes manquent de courage, écrit par Mathieu Palin, lu par Claire Cahan. Voici Hôtel Castellana. Ça, c'est un livre intéressant parce qu'il vous amène dans l'Espagne de Franco,
Bon, il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de découverte entre un photographe qui espère découvrir Madrid, qui est la ville et le pays de naissance, l'Espagne, de sa mère. Et donc, il va aller s'installer dans un hôtel où là, il y a une jeune fille qui, à travers cette jeune fille-là, il sent encore le poids de la dictature espagnole. On y parle aussi beaucoup de ces vols de bébés parce que sous le régime franquiste, des milliers de bébés furent volés et déclarés morts-nés auprès de leurs parents, histoire de les faire adopter par des couples franquistes. Bref, intéressant pour cela, Hôtel Castellana, dont voici un extrait. Dans la loge centrale de l'amphithéâtre est assis le dictateur d'Espagne, le généralissime Francisco Franco. On l'appelle El Caudillo, chef des armées, héros par la grâce de Dieu. Franco baisse le regard vers la reine. Leurs yeux se rencontrent. Tu ne me connais pas, généralissime, mais moi, je te connais. Je m'appelle Rafael Torres Moreno, et aujourd'hui, je n'ai pas peur. Rafa. Le chef donne une tape sur la nuque moite de Raphaël. Tu es aveugle? Il y a la queue. Arrête de rêvasser. Le sang, Rafa. Donne-leur du sang. Rafa hoche la tête et s'avance vers les clientes. L'image de la reine se dissipe. Donne-leur du sang. Des souvenirs de la guerre lui reviennent, exigent son attention. La petite voix moqueuse s'élève, transformant les rêveries en cauchemars. Tu te rappelles, n'est-ce pas, Rafa? Oui, il se rappelle. Leur silhouette est reconnaissable entre toutes. Des hommes en cuir verni, avec des âmes en cuir verni. La Guardia Civile. En secret, ils les surnomment les corbeaux. Ce sont les sbires du généralissime Franco, et ils viennent d'apparaître dans la rue. Pitié, pas ici, murmure Raphaël dans sa cachette derrière les arbres. Le vagissement d'un bébé se fait entendre à l'étage. Il lève les yeux et voit Julia devant la fenêtre ouverte, avec leur plus jeune sœur, Anna, dans les bras. La voix de leur père tonne à l'intérieur. « Julia, ferme la fenêtre, verrouille la porte et attends ta mère. Où est Rafa ?»« Ici, papa. » chuchote Raphaël, ses petites jambes repliées contre lui. « Je suis ici. » Son père se dresse sur le seuil. Les corbeaux avancent sur le trottoir. Le coup de feu éclate. Un éclair. À l'étage, Julia hurle. Le corps de Rafa se fige. Il ne peut plus respirer. Il n'a plus d'air. Non. 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 Il tire le corps inerte de son père par le bras. Papa! Trop tard. Au moment où le cri sort de sa gorge, Rafa comprend qu'il s'est trahi. 2 yeux se tournent vers lui. Son fils est derrière l'arbre. Attrapez-le. Rafa cligne des paupières pour chasser ses souvenirs douloureux et dissimule son cœur brisé derrière un sourire. Buenos días, señora. Vous désirez? Du sang, répond la cliente. Si, señora. Donne-leur du sang. Cela fait plus de 20 ans que l'Espagne donne son sang. Et parfois, Rafa s'interroge. Que lui reste-t-il à donner? C'est Ruta Sepetys et ça a été traduit par Faustina Fiore de ce livre-là, Hôtel Castellana, dont nous écoutions un extrait. C'est lu par Rachel Arditi, qu'on vient d'entendre, et Pierre-François Garel, qu'on aurait pu entendre certainement dans un autre extrait. Pour finir l'émission, une ardente et très secrète Miles Franklin. C'est écrit par Alexandra Lapierre, c'est lu par Alice de Ferrand. C'est une sacrée brique. C'est 14 heures de lecture. Remarquez, celui d'avant, c'est déjà 12h32. C'est pas mal. Hein. Ça vous occupe pendant quelques après-midi. Ça, c'est sûr. Ou pour un long voyage. Ça, c'est... en voiture. Moi, j'aime tellement ça, le livre audio.
tu ne vois pas défiler les kilomètres. Bon, alors qui était cette Miles Franklin? Est-ce que c'est un personnage de roman, un personnage de fiction? Non, c'est un vrai personnage. C'était une pionnière, une écrivaine visionnaire, une femme très en avance sur son temps. De Sydney à Londres, on suit cette Australienne d'origine, une vraie rebelle, une passionnée par l'écriture et par la liberté. Et elle vit constamment en fuite pour des raisons qu'on ignore, mais qu'on va découvrir dans le livre. On la retrouve à Sydney, à Londres, à Chicago, en Serbie. On la suit sous son vrai prénom, qui est Stella, qui est une femme qui se refuse de se laisser enfermer. Mine de rien, cette fougueuse, femme très secrète, très insaisissable, a eu une vie pleine de rebondissements. Alors ça donne lieu forcément à un bouquin vraiment très excitant à lire, que cette ardente et très secrète Miles Franklin. Pour la petite histoire, il faut savoir que cette femme a donné son nom au Miles Franklin Literary Award, qui est l'un des prix littéraires les plus prestigieux d'Australie. Donc, elle est vraiment très connue là-bas et qui récompense chaque année un roman qui capture l'esprit australien et contribue à la littérature du pays. Avis d'un lecteur, j'ai été happé par cette lecture, une épopée littéraire et historique qui célèbre le courage et l'indépendance, mais qui montre aussi le prix à payer quand on refuse de rentrer dans le moule. Waouh, quelle femme! Extrait. De son œil rond, le serpent l'observait. Elle aussi l'observait. Immobiles, tous deux. Juste tétanisés par le dégoût et l'horreur. Mais soudain, brutalement, la fascination tournait au chaos. La silhouette d'un homme se précipitait, armé d'un bâton. Elle croyait qu'il lui portait secours, qu'il accourait pour tuer le serpent. Mais c'était elle qui l'attrapait et qui l'écrasait contre lui. Elle voulait crier. Aucun son ne sortait. Elle se débattait. Il roulait dans les broussailles. Il l'immobilisait, la serrait parmi les rochers et les arbres morts jusqu'à l'étouffer. Il remontait sa jupe. De sa jambe, il écartait ses genoux. Elle le mordait de toutes ses forces au menton. Elle sentait dans sa bouche l'âpreté des poils. Surpris, il la lâchait. Elle profitait de ce répit pour sauter sur ses jambes et attraper le bâton qu'il avait abandonné. Elle le frappait à la tête, 1 fois, 2 fois, 10 fois. De la barbe dégoulinait de minces filets de sang. Il se relevait, elle courait, il la poursuivait. Mais il trébuchait derrière elle et tombait dans un trou. Un piège pour prendre les walarous. Un piège de chasseur. Elle se retournait. Il avait disparu au fond de la fosse. Entre les herbes, le serpent aussi avait disparu. Elle se réveillait alors, mais passée la première seconde de soulagement, elle émergeait de son sommeil avec l'impression d'une souillure atroce et la certitude d'avoir commis un crime. Elle avait tué un homme. Le sentiment de sa culpabilité la poursuivait de longs instants, quelquefois même toute la journée, au point de retarder le plus possible le sommeil de la nuit, par peur de son cauchemar. Elle ne pouvait le raconter à ses frères et sœurs, ni à personne. C'eût été avouer sa faute et rendre la honte publique. Garder à tout prix le secret sur cet assassinat. Elle avait tué un homme dont les restes pourrissaient quelque part près d'une rivière, dans une fosse. Où, en dépit de la précision du décor, elle ne parvenait pas à déterminer le lieu du meurtre, ni à donner une forme à sa victime. Elle retenait seulement cela, une barbe et un bâton. Mais l'homme, il n'avait pas d'âge, pas même de taille, de poids, de costume, d'odeur. Juste ces poils dégoulinants de sang dont la vision la terrorisait. Elle savait bien qu'il ne s'agissait que d'un mauvais rêve. Toutefois, dès l'âge de raison, elle chercha des réponses auprès des adultes. Y avait-il eu des disparitions dans le bush, l'année dernière ou l'année d'avant, ou quand elle était vraiment petite? Il y a toujours eu des types qui tombent de cheval et dont on perd la trace dans l'immensité de la brousse, lui répondait son père. Des cavaliers venus d'ailleurs, des gens de passage, totalement inconnus de nous. Jusqu'au jour où quelqu'un retrouve leur cadavre au fond d'une gorge, ou celui de leur cheval dévoré par les fourmis. Il y a plein d'histoires comme ça. Tu les connais mieux que quiconque,
toi qui adores écouter les anecdotes des conducteurs de bestiaux. Elle interrogeait les souvenirs des jeunes sœurs de sa mère, les témoins de ses premiers pas. Tu te rappelles, tante Meta, le grand serpent noir qui s'était lové à mes pieds dans le verger de granit? J'avais d'abord cru que c'était la caresse de mon chat. Et comment? Tu pouvais avoir 4 ou 5 ans. Tu étais fascinée. C'était un ventre rouge, très venimeux. Je t'avais appelé. Tu avais pris un bâton pour l'écraser, mais lorsque tu avais voulu le frapper, il s'était évanoui entre mes jambes sans laisser de traces. Extrait de l'ardente et très secrète Miles Franklin d'Alexandra Lapierre, lu par Alice de Ferrand. Voilà ce qui mettait un terme à cette émission de cette semaine des livres pleins les oreilles. Émission, faut-il vous le rappeler, mais non, si vous êtes des fidèles, qu'elle se consacre uniquement, exclusivement aux livres audio, qu'ils soient faits ici ou ailleurs, en fait, qu'ils soient faits dans la francophonie, c'est ce qui importe, et qu'ils vous arrivent le plus facilement possible par vos oreilles. Si vous savez toujours pas comment faire, écrivez donc juste le titre. Écrivez le titre du livre que vous voulez, livre audio, et vous allez tomber dessus. Merci beaucoup, Mathieu Tessier, en régie, qui me fait signe qu'il ne me reste plus que 10 secondes avant que je me ferme le clapet. Je pense que maintenant, c'est 5. C'est bien ça. À la semaine prochaine, mes amis.